C'est un coup-circuit. Les détails dans cette édition. Antenne 1, le journal, présentation de John Gombois. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité au pays a été focalisée ce mardi par le lancement officiel des activités du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Nous sommes là au Bandundu par le président de la République qui s'est rendu sur la nationale numéro 1. Commentaire, Papi Katassi. À 3 heures de la route de Kinshasa sous la nationale, la cité de Boukangalonzo, dans les Bandundu, peut ainsi respirer l'air de la modernité agricole. Cette cité calme a le mérite d'abriter les premiers parcs agro-industriels parmi les 16 à devoir être installés à travers le territoire national. Le chef de l'État Joseph Kabila en personne a fait le déplacement ce mardi 15 juillet pour lancer officiellement les activités de ces parcs qui s'étendent sur une superficie de 80 000 hectares et financés sous fonds propres du gouvernement à la hauteur de 83 millions de dollars américains. L'objectif du gouvernement est de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2020. Pour les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, ce projet du parc agro-industriel s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole initiée depuis 2012. Le programme de parc agro-industriel s'inscrit dans le cadre du premier axe du plan national d'investissement agricole 2013-2020 relatif à la promotion des filières agricoles et de l'agribusiness. Ce programme fait suite à l'organisation des campagnes agricoles initiée en 2012 qui, elle, appuie les petits paysans dans les 11 provinces. L'on pourrait se demander qu'est-ce que c'est un parc agro-industriel. Un parc agro-industriel peut se définir à terme simple comme une zone économique spéciale à vocation agro-industrielle, aménagée et dotée de services allant de la recherche jusqu'à la mise au marché en passant par la formation. À titre de rappel, dans le domaine agricole, le gouvernement de la RDC a initié plusieurs projets. La campagne agricole sur la redynamisation de la recherche agricole, la construction d'une usine d'engrais chimiques à Boma, dans le Bas-Congo, et la réhabilitation du domaine industriel de l'Ancelé. Tous ces projets visent l'autosuffisance alimentaire. La veille lundi, l'actualité au pays était marquée par les débuts de la publication de l'examen d'État édition 2013-2014. Les lauréats de Kinshasa ont été reçus par le Premier ministre Matata Ponyo, qui les a félicités et leur a prodigué quelques conseils. Selon le premier statistique, le taux de réussite à l'examen d'État est passé de 54% l'année dernière à 58% cette année. Pour l'instant, seuls les résultats des Kinshasa sont publiés, mais il est attendu que les autres provinces seront servies très bientôt, a affirmé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui a accompagné ses élèves auprès du Premier ministre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Comme on pouvait s'y attendre à Kinshasa, la soirée du lundi a connu une ambiance très animée par les coups de sifflet, les klaxons et les clameurs de joie des finalistes heureux. Beaucoup de ces finalistes ont convergé vers la place Kintambo Magasin, située dans la commune du même nom, question d'exprimer en masse leur joie. Anne-Marie Ossite, David Tembeni. C'est depuis le lundi 14 juillet 2014 qu'a été donné le coup d'envoi de publication des examens d'État pour la capitale. À Kinshasa, l'ambiance était au rendez-vous à l'image de la place principale de Kintambo où les finalistes se sont rués, collés au téléphone pour en savoir un peu plus sur leur sort.
Contrairement aux années antérieures, cette année, on a pu constater une attitude disciplinée et responsable de la part de finalistes. Pas des débordements de joie qui aboutissent souvent sur de graves accidents et des comportements irresponsables. C'est donc formel. Pas question de se livrer à des tapages et autres carnavals motorisés. Pour cette année, mention spéciale aux organisateurs qui ont publié à temps les résultats et de toutes les options au même moment. On note une nette amélioration en termes de réussite à Kinshasa. Changement de registre, les questions sécuritaires en Afrique centrale et l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ont fait l'objet des échanges entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC et le secrétaire général des Nations Unies. La synthèse des activités de Raymond Tshibanda par Patricia Amouli. Les questions sécuritaires en Afrique centrale et plus particulièrement l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC étaient au centre des échanges entre le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. À cette occasion, Ban Ki-moon a félicité les autorités de la RDC pour l'engagement positif dans la recherche d'une paix durable au Congo démocratique et dans la région de Grand Lac, ainsi que pour les succès enregistrés dans la neutralisation de forces négatives. Les sujets précités ont également caractérisé le reste des audiences que le ministre Tshibanda a eues avec les ambassadeurs du Royaume de Belgique auprès des Nations Unies, Madame Bénédicte Frankinet, l'ambassadeur du Royaume-Uni, Marc Lian, celui de la Russie, Vitaline Churkin, et de la Chine, Louis Yinchi. En marge de sa participation au forum politique de haut niveau sur le développement durable, le ministre des Affaires étrangères a plaidé pour la paix et la sécurité dans le cadre de l'agenda post-2015. Nous plaidons pour un objectif paix et sécurité dans l'agenda post-2015, avec accent sur la prévention des conflits, car sans paix et sécurité, tout développement devient hypothétique. C'est donc un ballet diplomatique intense auquel le ministre Tshibanda s'est livré lors de son séjour à New York. Eh bien, dans le même registre, sachez que la situation sécuritaire au Katanga est stable, comme nous l'indique notre correspondant Marcel Kazanga, a été joint au téléphone par Sylvain Kapombo. Des patrouilles diurnes et nocturnes composées des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo sont organisées sur l'ensemble de la province du Katanga en vue de sécuriser la province contre les indépendantistes pendant cette période du 11 juillet qui rappelle l'indépendance du Katanga en 1960. Les places publiques, les quartiers, les communes sont surveillées en continu parce que c'est en cette date que Lubumbashi avait connu une entrée inattendue des milices des Bakatsa Katanga qui avaient placé leur drapeau au niveau de la poste. Et c'est aussi la date qui marque la prise en otage de la télévision Yalisano de la ville de Kolwezi. Pour cette année, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par les autorités politico-administratives de la province en vue de sécuriser la province jusqu'au plus profond. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. On va parler processus électoral dans ce cadre donc de la campagne de sensibilisation sur les calendriers électoraux établis par la Commission électorale nationale indépendante. Le président national de l'Alliance des démocrates pour les réveils du Congo, ADRC, s'en est allé dans le Bandundu, question d'informer la population à la base sur ce processus. C'est un commentaire de José Moussangana. C'est un véritable office du terroir que Néron Lomeka a foulé les sols du territoire de Koutou dans la cité de Nyoki. Drapeau flottant, danse traditionnelle, carnaval motorisé, marche, tel est l'accueil combien chaleureux réservé au président national de l'Alliance des démocrates pour le réveil du Congo, ADRC, par la population de ces coins de la province du Bandundu. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le calendrier électoral établi par la Commission électorale nationale indépendante. D'où la nécessité pour les numéros 1 de l'ADRC d'éclairer la lanterne des habitants de cette province. L'occasion faisant le larron, Néron Lomeka a procédé à l'installation du comité sectionnaire de son parti
lequel parti a pris part au défilé du 30 juin. Dans les soucis d'être plus près de siens, le président de la DRC s'est rendu vers un marché pour se rendre compte de certaines difficultés du terrain. Comme vous savez, à Kinshasa, les prix du litre à la pompe a pris de l'ascenseur. Il se vend à 1475 francs au lieu de 1400 francs depuis ce lundi. Est-ce que cela va aussi influencer le prix du transport en commun? C'est la question que notre équipe de reportage a posée aux transporteurs. Suivez. C'est depuis le week-end dernier qu'une ambiance inhabituelle régnait dans les stations-service. Pour cause, la majoration du prix du carburant. À Kinshasa, le prix d'un litre de carburant est passé de 1400 à 1475 francs congolais, soit une augmentation de 10%. Cet état de choses va certainement avoir des répercussions sur le prix de la course appliquée jusque-là dans les transports en commun. Nous n'avons pas augmenté le prix de course, nous attendons la décision de l'hôtel de ville. Nous attendons le feu vert de l'hôtel de ville, nous ne pouvons le faire de nous-mêmes. Le prix du carburant est à la hausse, nous le savons, mais nous n'avons pas encore majoré le prix de la course. Il appartient aux décideurs de le faire. Pour le chauffeur, l'autorité urbaine doit impérativement augmenter le prix de la course afin que les recettes journalières n'en pâtissent pas. Pour nous les chauffeurs, le versement se complique. Il faut que le propriétaire des véhicules soit compréhensif et que l'hôtel de ville fasse de son mieux pour que le prix de la course augmente aussi. Nous sommes perdants parce que le patron nous exige le même versement. Il faut dire que depuis la révision à la hausse du prix du carburant, le ministère de l'économie nationale n'a pas encore réagi officiellement pour en donner la cause. En attendant la suite des événements, il est recommandé aux chauffeurs la sérénité. Au matin de ce lundi, à Kinshasa, un accident est survenu au port de l'ex-Onatra. La grue verte qui servait pour transporter les grumes a été endommagée suite à un court-circuit électrique. C'est un reportage de Papi Katassi et David Tembeni. Difficile et très difficile de comprendre les graves accidents survenus ce lundi 14 juillet aux alentours de 4 heures au port de l'ex-Onatra dans la commune de la Gombe. Sur place, on pouvait constater la grue verte de 35 tonnes endommagée et réduite à sa plus simple expression. La grue verte servait au déchargement de grumes pour les mettre sous le parc. Sur les 2 grues existants au port, il n'en reste qu'une. Un véritable manque à gagner. Trouvé sur place pour constater les dégâts, le directeur du département AI du port de l'Onatra donne quelques indices. Le premier constat montre que c'est parti de la salle de machine. De là, le fait s'est étendu aux différents organes électriques. Et ce qui a provoqué d'ailleurs la chute de la flèche que vous voyez en bas là-bas. C'est que le fait était quand même important pour arriver à faire tomber la flèche de la grue. En ces temps de forte affluence de la production de grumes, il est impérieux de réparer cet instrument industriel afin de permettre la continuité des activités au port et à l'ex-Onatra de générer des recettes pour sa survie. Consultation juridique gratuite, ça s'est fait. Aussi à Kinshasa, 4 bureaux de consultation juridique sont ouverts depuis le mois de février pour assister la population congolaise dépourvue de moyens de jouir de ses droits. Les bâtonniers du barreau de la Gombe, Edouard Mukendi, l'a affirmé au cours d'un entretien avec la presse. Nous pourrons y revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. On va parler religion. L'Occident avait tourné le dos au christianisme. Le moment est donc venu pour l'Afrique d'envoyer ses missionnaires et conquérir le cœur des croyants plutôt, dans le monde entier. C'est l'affirmation du bishop Lamba Lamba du centre évangélique Inter-Viens et Voix de Lubumbashi qui prépare une grande croisade conférence du 25 au 27 juillet dans la capitale cuprifère. Commentaire dans Momad. Le temps est venu pour l'Afrique et plus particulièrement pour la RDC
d'évangéliser le monde. Le moment est arrivé où cette nouvelle dynamique idéologique dans tous les domaines des aspirations générales d'une nation prophétique voudrait déclencher un nouvel élan du christianisme à travers cette nouvelle vague de l'évangélisation des autres nations. La base biblique sur laquelle repose cette vision se trouverait dans les livres évangéliques de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, du 16e au 17e siècle, au 17e verset, excusez-moi, il est bien stipulé que la loi a été donnée par Moïse, que nous déclarons africain, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui, dès son bas âge, avait trouvé refuge et exercé par moments son ministère dans ce même continent. Le bishop Lamba a révélé ce à quoi devrait s'attendre le participant à cette grande croisade conférence des revendications et des récupérations. Au travers de l'étude de cette nouvelle approche, chaque participant à la grande croisade conférence se doit de dégager les enseignements essentiels et en a retiré les conclusions qui, à son sens, s'imposent à la méditation. Plusieurs religieux, musiciens et même professeurs d'université vont animer cette manifestation qui se tiendra à Lubumbashi du 25 au 27 juillet sous les thèmes revendication et récupération des choses perdues. C'est aussi Dom Mat qui va vous proposer la relecture de la presse parue ce mardi à Kinshasa. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Exeta 2014, les lauréats ont été reçus à la primature le lundi 13 juillet, rapporte l'Observateur. Le meilleur lauréat est Moncava Lionel, élève à l'Institut Moamba. Il a réalisé le record de points, soit 90%. Il est talonné par Mademoiselle Munkambula Mbo Flore du lycée technique Louis Palaziolo, 87%, suivi des 4 élèves ayant tous obtenu 84%, dont Lundasi Lutumba Delis, Alice Koulou, Muteba Lumbu et Yabata Mpanzu Glodi. Des élèves de référence mis en valeur par le quotidien La Référence Plus. Beaucoup de finalistes ont donc été fixés hier sur leur sort. La ville de Kinshasa a ainsi connu une effervescence sans pareille. Mais au-delà de tout cela, note dans son éditorial l'objectif, rien de spécial à signaler sauf qu'une foule d'illettrés déversés dans les universités et instituts supérieurs de la place, sans compter des milliers de chômeurs qui les resteront toute leur vie. Dans un autre registre, gouvernement de cohésion nationale titre à sa une la prospérité, Kabila déjoue tout le pronostic. Viendra pas, s'interroge la consoeur. La question, répond-elle, est loin de trouver une réponse tant que le chef de l'État, Joseph Kabila, dans son pouvoir discrétionnaire, n'a encore rien dit. Les phares, qui revient sur la révision constitutionnelle, notent que l'ambassadeur de France prône un consensus national. Luc Alad a souligné le 14 juillet qu'aucune constitution n'est intangible. Mais derrière la constitution, il y a son fondement qui est le consensus national autour des règles communément admises de fonctionnement de la société et des pouvoirs publics. Les pavés tant entendus du cardinal Mosengo sur le même sujet, la révision constitutionnelle prévue le mardi, mais il fait déjà bouger les officines politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition. L'éclairage note qu'il s'agit là de trop de bruit pour rien. Joseph Kabila a beaucoup d'armes constitutionnelles pour diriger tranquillement la RDC. Aussi conseille-t-il que la classe politique cesse toute agitation visant à créer inutilement une psychose dans le mental du peuple congolais en ces moments. Concernant les plaintes et pétitions contre le président de la CENI, Forum des As souligne que le dossier de l'abbé Malou Malou ne relève ni des juridictions classiques ni du Parlement, mais plutôt du droit canon. La balle est donc dans le camp de la Cinco. Guerre de succession déjà engagée au Palou et à l'UDPS, signale les guides. Les distinguées premières dames de ces deux partis ne veulent pour rien, estiment le quotidien, perdre contrôle de ce qui paraît à leurs yeux comme leur patrimoine familial. Marthe Tshisekedi, Anne Mbouba, Gizenga, l'une préparerait son fils, l'autre se positionnerait elle-même pour sauver le meuble. Pour finir, c'est ce matin que le parc agro-industriel de Bukangalonzo a été inauguré par les chefs de l'État. Un grand coup signé gouvernement Matata. Bonsoir chez vous. On va terminer ce journal en faisant un clin d'œil à tous les finalistes de l'examen d'État qui ont
réussi donc cette épreuve mythique, et particulièrement à Amina Mbungu, fille de notre consoeur Laïne Bofando, qui a décroché son diplôme. Félicitations. Bonne soirée à vous tous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo et bien au-delà grâce au canal 142 de Canal Sat. À bientôt sur notre chaîne.